Bon, jour 5, sans sucre. Aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile. Donc évidemment j'ai envie de douceur, j'ai envie de choses cosy et de sucré, bien sûr. Et puis j'ai faim aussi. Mais ça c'est pas la première fois que ça m'arrive là depuis le début de la semaine. Alors il est temps de faire le bilan de cette semaine sans sucre et je vais commencer par la question que vous vous posez certainement. Est-ce que j'ai perdu du poids? Alors c'est simple, non, mon poids n'a pas bougé d'un iota et c'est absolument normal. Alors clairement, à moins de jeûner, à moins de faire un régime drastique ou toute autre monodiète, ou alors à moins d'être en fort surpoids, on ne perd pas de poids, qui plus est de gras, en une semaine. En plus, au cours de cette semaine, je n'ai pas créé de déficit énergétique, je n'ai pas cherché à apporter moins de calories que je n'en dépensais, j'ai simplement mangé en apportant à mon corps l'énergie et à mon cerveau d'ailleurs gros consommateur d'énergie, donc l'énergie dont il avait besoin pour subvenir à toutes ces dépenses quotidiennes. Alors certes, j'ai quand même perdu un petit centimètre, 2 tours de ventre et 2 tours de cuisse, 56,5 et 71,5. Voilà. Mais ça c'est certainement dû à la petite rétention d'eau que j'avais après des semaines à manger particulièrement sucré. Et puis en plus c'est quelque chose qui fluctue beaucoup, notamment durant notre cycle, et notamment chez les nanas. Donc voilà, je n'impute absolument pas ça à ma semaine sans sucre. Alors il y a aussi d'autres éléments qui expliquent pourquoi cette semaine sans sucre n'a quasiment rien changé d'un point de vue physique. Déjà, même si j'avais pris un petit peu de poids au cours de ces derniers mois, ces dernières semaines avant de démarrer l'expérience, clairement je suis toujours autour de mon poids de forme. Ça ne m'a pas amené à être en surpoids, hein. C'est pas 1, 2 ou 3 kilos en plus qui vont changer quoi que ce soit. Donc clairement mon corps ne voit pas du tout l'intérêt d'aller puiser dans ses réserves si je n'y pousse pas un petit peu. Et ça c'est logique. Autre chose, avant de démarrer l'expérience, je mangeais certes sucré beaucoup plus que d'habitude et certainement d'ailleurs en surplus, mais il s'agissait toujours d'aliments maison préparés à base de produits peu raffinés puisque les sucreries que je mangeais étaient issues des recettes du merveilleux Vegelicious Sweets and Treats. Et puis surtout, le reste de mes repas a toujours été constitué de la même base d'aliments, majoritairement bruts, riches en fibres et équilibrés. Donc voilà, c'est pas comme si je m'étais fait une cure de fast-food et de produits ultra transformés pendant des semaines, pendant des mois, où là effectivement si j'étais passée d'une alimentation de ce type, qui plus est couplée à une forte sédentarité, là clairement les résultats de l'expérience n'auraient pas du tout été les mêmes. Donc finalement, même si j'ai mangé plus sucré, que j'ai mangé un petit peu plus en surplus durant ces dernières semaines, durant ces derniers mois, ma dépense énergétique n'a pas changé, elle n'a pas augmenté par rapport à ce qu'elle était avant, et puis finalement la base de mon alimentation n'a pas non plus drastiquement changé. Et puis surtout, 7 jours c'est extrêmement court. Alors quand on voit les résultats mirobolants que font croire certaines méthodes, cures minceurs et autres suppléments dont on voit les pubs passer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, qui promettent des résultats incroyables en une semaine, clairement ça n'est pas réaliste, hein. On oublie, je sais, c'est très facile de tomber dans le panneau, c'est ultra marketing, mais le corps ne fonctionne pas comme ça et chaque personne est différente. Il faut vraiment savoir que le corps a besoin de temps et surtout d'une approche adaptée pour retrouver son poids de forme. Et ça c'est quelque chose d'individuel, les résultats, l'approche seront individuels en fonction de tous les facteurs qui sont propres à la personne. Donc attention s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau, ça ne vous apportera rien et puis bon ça risquera en plus de vous coûter des sous, voire de créer des dégâts parfois difficiles à rattraper sur votre métabolisme, sur votre rapport à l'alimentation, donc franchement on évite. Voilà, donc ça c'était pour le côté physique. Alors pour le reste, est-ce que mes signaux de faim, de satiété se sont régulés? Est-ce que mes envies de sucrer se sont envolées? Alors oui et non. Au cours de cette semaine d'expérience, j'ai clairement ressenti les petits dérèglements qu'avait occasionné donc tout ce laps de temps avant durant lequel j'ai mangé beaucoup donc d'aliments sucrés. Donc oui, ça n'a pas toujours été très agréable. Bon, jour 5, sans sucre. Aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile, mais bon en même temps je suis en pleine période prémenstruelle donc
C'est pas l'idéal. Donc évidemment j'ai envie de douceur, j'ai envie de choses cosy et de sucré, bien sûr. Et puis j'ai faim aussi. Mais ça c'est pas la première fois que ça m'arrive là depuis le début de la semaine. À chaque fois que j'ai faim, hein, c'est une faim que je ressens physiquement. Mais dès que je pense à quelque chose d'autre que quelque chose de sucré, je n'ai plus du tout faim. donc voilà, ça témoigne bien des signaux que le cerveau peut envoyer pour avoir sa dose de sucre quand il en a envie ou besoin. Je crois qu'il y a des gens qui marchent. Il y en a qui se filment toutes seules dans les bois. Donc voilà, il faut savoir que la faim réelle, elle survient vraiment lorsque le corps est exposé à un gros déficit ou une grosse privation pendant très longtemps. Très longtemps, ça veut dire plusieurs semaines. Mais ça n'empêche pas, évidemment, de ressentir de la faim physique qui est générée par le cerveau, par les hormones, par les conditionnements, bien avant que cette faim réelle ne survienne. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'on peut vraiment crever la dalle alors qu'on a mangé 3 heures avant. Voilà, donc on peut avoir très faim quand on a juste envie de quelque chose et notamment de sucré. Donc voilà, et c'est là que c'est important en plus de savoir prendre du recul sur ces signaux qui peuvent être un peu flous parfois quand on n'a pas justement ces connaissances nécessaires du fonctionnement du corps. Donc voilà, donc aujourd'hui ouais, très envie de douceur, de sucré, un peu façon automnale avec un petit pumpkin latte et des muffins comme dans ma précédente vidéo. Mais bon, ce sera du salé, ce sera nourrissant et ce sera très bon. Et clairement, en dehors de ça, à la fin, j'en avais marre de ne pas démarrer ma journée par un bon petit déjeuner aux notes sucrées, chose que je fais et qui accompagne mes matinées depuis plusieurs années. Donc oui, clairement, je commençais à être bien frustrée à la fin. Par contre, j'ai ressenti une différence au niveau de mon énergie. Mes niveaux d'énergie étaient beaucoup plus stables à l'entraînement et ça très rapidement d'ailleurs dès que j'ai changé mon alimentation, alors que dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'avais tendance vraiment à avoir un gros coup de mou assez rapidement au cours de mes entraînements, même quasiment après le premier tiers de ma séance. Donc ça, oui, j'ai vu la différence et c'est tout à fait normal parce que je suis passée d'une forte consommation de sucre rapide que j'ai remplacée par une consommation de glucides à libération beaucoup plus lente. Donc encore une fois, c'est logique. Donc ça, très bon point. Mais finalement, ça ne se différencie pas trop de de mes habitudes alimentaires habituelles, hormis ces derniers mois. Qui donc correspondait à la création du Vegelicious Sweets and Treats. Donc voilà, c'est pas le 100% sans sucre qui a été responsable de ça, mais plus voilà, juste le rééquilibrage de mon alimentation, tout simplement. Et comme je disais, par contre, j'ai commencé à me sentir frustrée au cours de ces 7 jours de devoir m'interdire des choses que j'aime, qui me font du bien, et ça n'a pas été super positif. Donc pour conclure cette petite expérience, je dirais que passer un certain laps de temps, alors attention, parce qu'une semaine c'est très court, normalement c'est minimum 20 jours parce que c'est le temps qu'il faut au cerveau pour régler, mettre en place durablement une nouvelle habitude. Donc faire cette expérience ou une expérience de ce type sur une durée plus prolongée, donc de minimum 20 jours, donc sans sucre, ça peut avoir un intérêt pour les personnes qui souffrent d'une addiction aux aliments sucrés, qui consomment ces aliments de manière compulsive, que ce soit pour tamponner ou anesthésier des émotions, par accoutumance ou par habitude, parce que ça c'est clair que le sucre qui active le circuit récompense et qui en plus stimule la libération d'hormones de bien-être peut être extrêmement addictif. Il y a une accoutumance qui se crée, c'est prouvé. Et donc pour ces personnes aussi dont l'alimentation nécessite un rééquilibrage alimentaire global, notamment une transition vers des aliments moins transformés, plus brute et surtout vers une alimentation plus nutritive qui comble les besoins énergétiques de la personne, tout en nourrissant sa santé évidemment. Mais dans tous les cas, ce type d'expérience ne doit pas être réalisé sans le suivi, sans l'accompagnement d'un ou d'une spécialiste, voire d'un ou d'une thérapeute dans le cas de désordres alimentaires, de troubles du comportement alimentaire. C'est très important. Donc j'insiste bien là-dessus. Il faut vraiment arrêter de se jeter à corps perdu dans la moindre détox ou le moindre régime lorsque l'on a un problème manifeste dans son rapport avec la nourriture et avec son corps. Et ça malheureusement je vois beaucoup de personnes le faire et c'est totalement contourner le problème et l'aggraver avec des conséquences vraiment qui peuvent perdurer sur le long terme et être délétères. Bref, j'ai assez enfoncé le clou, mais gardez bien ça en tête si vous
vous sentez concerné. Bon, en dehors de ça, honnêtement, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, je pense pas qu'il soit super intéressant d'exclure drastiquement le sucre, pour lequel, je le rappelle, on a des papilles et des récepteurs. Évidemment, tout particulièrement le sucre issu de sources naturelles et sous sa forme brute, ou en tout cas la moins raffinée, la moins transformée possible. Donc évidemment, je pense aux fruits qui, en plus d'apporter du sucre, apportent des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des fibres et tout un tas de phytonutriments essentiels à la santé. Parce qu'en optant pour ce genre de restrictions drastiques, c'est le meilleur moyen de développer des frustrations et de créer un rapport conflictuel avec la nourriture qui n'a absolument pas lieu d'être. Et qui plus est en bannissant des aliments qui sont bons pour notre santé. Et pour finir, il y a sucre et sucre. Et ça, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits là-dessus. Entre le sucre naturel et notamment celui issu de fruits, et donc accompagné d'autres nutriments bénéfiques à notre santé. Et le sucre que l'on retrouve, d'ailleurs souvent sous forme de combinaisons comme le glucose-fructose, dans les produits industriels, il y a un monde. Et malheureusement, beaucoup de personnes encore ont tendance à tout mettre dans le même panier. Alors que clairement, les bénéfices d'une gourmandise faite maison, avec des ingrédients, des produits les moins transformés possibles, les plus naturels possibles, n'aura absolument pas les mêmes effets sur la santé, mais aussi sur la satiété que son équivalent industriel. Et d'ailleurs, c'est exactement pour cette raison que je me suis lancée dans la conception du Vegelicious Sweets and Treats, que j'ai enfin terminé et dont je suis extrêmement heureuse de vous annoncer le lancement officiel aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. C'est fou parce que j'ai bossé comme une dingue dessus, donc je réalise pas encore qu'il est prêt, qu'il est sorti et qu'il est en train de vous attendre là tout beau tout neuf. Donc dans ce Vegelicious, j'ai vraiment voulu que vous puissiez retrouver déjà une grande quantité de recettes qui soient à la fois bonnes pour vos papilles et pour votre santé, mais aussi toutes les informations essentielles sur les ingrédients, leurs propriétés, où les trouver, comment vous équiper et toute une ribambelle d'astuces et d'infos utiles pour vous régaler sans prise de tête. Le book fait plus de 300 pages et le résultat est absolument canon. J'ai vraiment hâte que vous le découvriez et justement restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une très jolie surprise pour vous. Mais d'abord, pour vous remercier de m'avoir suivi dans cette expérience et puis pour fêter le lancement de ce Vegelicious, je vais partager avec vous ma meilleure recette gourmande qui est issue évidemment du Vegelicious et je vous garantis que vous allez vous régaler avec. Il s'agit d'une délicieuse tarte aux noix de pécan qui est d'ailleurs devenue officiellement le dessert préféré de mon chéri. Allez, c'est parti pour la recette. Donc pour cette recette de bonne tarte à la noix de pécan, on démarre évidemment avec une pâte maison. C'est quand même bien meilleur que les pâtes toutes faites, mais bon, sinon en boutique bio, vous pouvez trouver des pâtes déjà prêtes, végétales, si vous voulez gagner du temps. Sinon, c'est vraiment très simple. Dans un grand saladier, vous allez mélanger 70 ml de lait végétal avec 60 g de purée d'amandes ou de cacahuètes. Ici, c'était un mélange maison, plus précisément une purée de noix de cajou et de cacahuètes. On mélange bien au fouet et ensuite il y a juste à incorporer les ingrédients secs. Donc là j'ai utilisé 120 g de farine de blé semi-complète. Vous pouvez aussi, pour une version sans gluten, utiliser de la farine de riz complet. 75 g d'amandes en poudre ou de noisettes. Là, pour le coup, c'était des noisettes en poudre. Pour le sucrant, j'ai utilisé de l'érythritol, qui est un édulcorant naturel. J'en parle dans le Vegelicious, mais vous pouvez le remplacer évidemment par du sucre de coco ou du xylitol. Donc là, j'ai mis 50 g d'érythritol, un tiers de cuillère à café de sel et j'ai tout mélangé avec une spatule jusqu'à obtenir une pâte que j'ai terminé d'ailleurs de mélanger avec les mains pour former une boule. J'ai ensuite légèrement graissé mon moule à tarte. Alors moi j'utilise un moule à fond amovible, c'est carrément plus pratique pour démouler la tarte, mais vous faites avec ce que vous avez. Et puis ensuite j'ai tout simplement étalé mon pâton. Alors ça c'est plutôt un pâton qui s'étale directement dans le moule avec les doigts ou avec la spatule, parce qu'au rouleau ce sera quand même un petit peu plus compliqué après de le transférer. Donc voilà, prenez votre temps, vous pressez bien sur les côtés, vous faites de jolis rebords et une fois que votre pâte est bien étalée dans votre moule, vous la piquez avec une fourchette et vous allez la placer au réfrigérateur pendant une dizaine de minutes.
le temps de faire préchauffer votre four à 170 degrés. Donc avant de faire cuire votre fond de pâte à blanc, vous allez le recouvrir de papier cuisson en n'oubliant pas de bien recouvrir les bords pour qu'il ne brûle pas. Et vous allez remplir alors soit avec des petites billes en céramique, soit moi là j'ai utilisé des haricots secs que je réutilise à chaque fois, faut surtout pas les jeter à chaque cuisson. Ça va éviter que la pâte ne se rétracte et ensuite vous allez enfourner pendant 15 minutes à 170 degrés. Ensuite vous sortez votre fond de tarte, vous retirez les billes en céramique ou les petits haricots secs, vous retirez le papier cuisson, vous laissez refroidir et vous augmentez un tout petit peu la température du four à 180 degrés. Et là vous allez préparer les ingrédients de la garniture, enfin vous allez plutôt préparer la garniture directement. Donc ici on utilise de la patate douce blanche dont la chair est très sucrée. Alors évidemment si vous n'en avez pas, la patate douce orange fera très bien l'affaire. Cette patate douce, il suffit juste de la faire cuire au four jusqu'à ce que la chair soit bien tendre. Donc en général il faut compter 45 minutes à 1 heure selon la taille de la patate douce et ensuite vous avez juste à récupérer la chair à l'aide d'une cuillère. Moi tout ce qui me restait, parce que c'était une grosse patate douce, je l'ai mis de côté et puis j'en ferai sûrement des petites gaufres. Donc pour la garniture, il m'a fallu 150 g de chair cuite de patate douce blanche que j'ai versé dans mon blender avec 320 ml de lait de coco non allégé en matière grasse. Attention, donc en général, vous comptez 18 à 22% de matière grasse. J'ai ensuite rajouté le reste des ingrédients. Donc là, j'ai réutilisé de l'érythritol. J'en ai utilisé 120 g, mais encore une fois, du sucre de fleur de coco sera également très bien. J'ai ajouté pour épaissir un petit peu 3 cuillères à soupe d'arrowroot. Alors si vous ne connaissez pas, c'est une fécule qui est très intéressante, notamment pour épaissir les préparations. Du tapioca en poudre sera aussi très bien. J'ai rajouté une cuillère à café d'arôme vanille, un quart de cuillère à café de sel et j'ai mixé jusqu'à obtenir une crème onctueuse. Dans un bol, j'ai rapidement mélangé 120 g de noix de pécan crues que vous pouvez d'ailleurs remplacer par des cerneaux de noix. C'est très bon aussi, c'est beaucoup moins cher. Avec une cuillère à soupe de sirop d'érable. Alors ça donne un rendu absolument divin. J'ai ensuite versé ma garniture dans mon fond de pâte pré-cuit. Alors évidemment, la garniture est liquide pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, elle va solidifier une fois que votre tarte aura cuit et qu'elle aura refroidi. Et ensuite, j'ai disposé mes petites noix de pécan enrobées de sirop d'érable sur la surface de ma tarte. Bon alors j'ai essayé de faire un truc un petit peu joli, mais vous pouvez tout à fait juste poser les noix de pécan un petit peu plus en vrac. Allez-y quand même délicatement parce que la garniture pour le moment est encore liquide. Une fois que c'est terminé, alors ça c'est totalement optionnel mais je vous recommande de le faire, vous saupoudrez un petit peu de sucrant de votre choix, donc de l'érythritol, du sucre de coco, du xylitol ou éventuellement aussi de la purvia qui est un mélange stevia et érythritol. Et ensuite vous enfournez à 180 degrés, votre four est bien chaud normalement et vous laissez cuire pendant 30 minutes. Ensuite pensez bien à sortir votre tarte, ne la laissez pas dans votre four chaud et laissez-la complètement refroidir avant de servir. Et voilà, vous avez une tarte absolument délicieuse et je vous garantis que vous allez vous régaler avec. Attention, place à la dégustation. Bon, je l'ai déjà goûté parce que c'est pas la première fois que je la fais, mais je la regoute devant vous, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à fêter aujourd'hui. C'est beaucoup trop bon. Oh, c'est merveilleux. C'est fondant, c'est ultra gourmand. Testez la recette et n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse la voir et surtout de me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais je vous garantis que petits et grands, hein, tout le monde va se régaler. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une très jolie surprise pour le lancement de ce Vegelicious Sweets and Treats. On vous a concocté avec l'équipe une super offre de lancement à tout petit prix parce que je veux que le plus grand nombre d'entre vous puissiez y accéder. Donc si vous voulez en profiter, filez, vous avez toutes les infos en description. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, mais pensez bien à lire toute la page en cliquant justement sur le lien ci-dessous qui normalement vous donnera toutes les informations dont vous auriez besoin. On a beaucoup bossé avec Antoine, mon binôme, pour que cette page soit la plus accessible, la plus compréhensible et vous donne le plus d'informations possible. Bon, je vous laisse aller découvrir ça. J'espère vraiment que ce Vegelicious va vous plaire.
j'espère, je vous dis pas comme je suis heureuse, qu'il soit enfin disponible pour vous et je suis vraiment fière du résultat. Donc j'espère du fond du cœur qu'il vous plaira. Et évidemment, moi je vous laisse parce que j'ai une petite tarte au pécan à terminer. Le reste, je l'emmène chez mon homme pour justement la prochaine vidéo que vous allez retrouver dans quelques jours, qui sera non pas ici mais à Paris. Bref, on va aussi vous donner plein de nouvelles parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a plein de vidéos qui vous attendent dans les semaines, dans les mois à venir. Merci encore de m'avoir suivi dans cette expérience. Merci de me suivre, merci pour votre confiance, votre bienveillance. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis régalez-vous bien. À la prochaine!